Et c'est ça qui a donné le début d'Hystary, en fait. Bah, j'imagine les vedettes de la chanson qui font un tube, quoi, tu vois. Donc, on a fait un tube avec Essen, il y a peut-être 800 nouveaux jeux. Bon, à l'époque, il y en avait un peu moins, mais des jeux qui font le bouche à oreille, il y en a au maximum un. Donc, bah, c'était nous. Donc, c'est vraiment très bien tombé, quoi. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Insaga Interview. Moi, je suis Ina Bailly et aujourd'hui, j'accueille Cyril Desmagdes. Bonjour Cyril. Bonjour à vous, bonjour. Bonjour Ina. Cyril est auteur des jeux, fondateur d'Hystary et cofondateur de Space Cowboys. Alors, C'est vrai, je ne peux pas nier. qui tu voulais être quand tu étais petit? Ben, en fait, quand j'étais petit, plus ou moins, alors je ne voulais pas vraiment être pompier, je voulais pas être cow-boy, tout ça, je voulais vraiment faire des jeux parce que, aussi loin que je me rappelle, quand j'étais petit, c'est-à-dire à l'école, bon, déjà, j'aimais beaucoup les jeux, mais j'en fabriquais déjà. Donc, on prenait des grandes feuilles, bon, des feuilles A3, et puis dessus, avec mon frère, on dessinait des. Alors, en gros, c'était un peu comme des jeux de loi, mais on les customisait, quoi. C'est-à-dire que ça se jouait exact. C'était pas des bons jeux, hein. Attention, c'était pas très très bien à l'époque. Mais en gros, c'était des cases, et puis on lançait le dé, on arrivait sur la case, et puis il se passait ce qu'il y avait décrit. Sauf que c'était dans l'univers des cow-boys ou dans l'univers de l'espace. Enfin voilà quoi. Donc c'était déjà de la création de jeux. Donc depuis que je suis tout petit, en fait, il y a deux choses qui m'ont intéressé. C'est les jeux et la musique par le biais de mes parents. Et en fait, maintenant, quand je m'aperçois, je suis grand et qu'est-ce que je fais? Je fais des jeux et de la musique. Donc, bon, bah, je pense que d'une certaine façon, j'ai un peu atteint mes rêves. Formidable. Et les jeux de société, est-ce que tu as beaucoup joué dans ton enfance? Oui, alors oui, oui. Vraiment les classiques, hein. Dans mon enfance, vraiment, je jouais, alors je ne me rappelle plus dans le détail, mais on jouait au Cluedo, on jouait au Monopoly, on jouait à la Bonne Paye, on jouait au Billboard, enfin tous les jeux classiques qu'on peut trouver encore de nos jours partout, quoi. Et en fait, les jeux un peu différents, je m'y suis intéressé plus tard, dans l'adolescent. Déjà, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de rôle. Et c'était pas facile à l'époque parce que les gens ils disaient ouais c'est des sectes, ouais c'est machin, ce qui n'est pas vrai hein, bien sûr, on peut le dire d'ailleurs. Tous les gens qui ont fait des jeux de rôle ne sont pas tombés dans une secte. Donc on jouait à Donjons et Dragons et tout. C'est quelque chose que j'ai découvert à l'adolescence, qui a continué avec la fac. Et vraiment j'étais super fan de jeux de rôle. Et les parties de jeux de rôle c'est très long. Donc souvent les rôlistes en attendant qu'un joueur arrive parce qu'il n'est pas là, etc ils ont tendance à sortir des jeux de société. Et il y avait des jeux de société différents du Monopoly à cette époque-là, et qui étaient vendus un peu dans les mêmes boutiques que les jeux de rôle. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ces jeux. Et à l'époque, c'était aussi des jeux très très longs. Moi, je me rappelle, il y avait Civilisation, ça se jouait en 12-13 heures si on était en forme, et ce genre de choses. Et puis après sont arrivés les premiers jeux allemands, et j'ai eu la chance d'en acheter un et ça se joue en 1 heure. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert tout le monde des jeux allemands et que je me suis vraiment passionné pour ça. Parce que c'était vraiment des jeux très, très stratégiques, mais très courts. Donc, ça me changeait des jeux en 12 heures. On pouvait à peu près avoir la même chose, mais en 1 heure. C'était génial. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé. J'ai commencé à en acheter beaucoup, 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 beaucoup. Et étant ce que je suis, à un moment donné, je me suis intéressé à comment est-ce que je pouvais en créer un. Et c'est ça qui a donné le début d'Hystary, en fait. C'est que j'ai créé un jeu, et je me suis dit, bon, bah, faut que je le montre à des éditeurs. Les éditeurs m'ont dit, ah ouais, c'est génial, on pourrait l'éditer, mais on voudrait changer ci, on voudrait changer ça. Et comme tous les auteurs, j'avais pas envie qu'on change mon jeu, mais je me suis dit, la seule solution pour qu'on change pas mon jeu, c'est de l'éditer moi-même. Et donc, voilà, j'ai édité mon premier jeu, il s'appelait Is. Et bah, c'était que le premier d'une longue série parce qu'après, on en a édité une quarantaine et bah, maintenant, je travaille exclusivement dans le jeu, quoi. Avec quel âge quand tu as créé ce jeu-là? Alors, Is, oh là là, c'était il y a 15 ans par là, il y a 15-16 ans, donc j'avais 33 ans, on va dire, j'avais 33 ans. Je ne me rappelle plus les débuts de la création, vraiment, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis que
Mais on a dû l'éditer vers 2004, donc ça fait il y a 16 ans, et donc j'avais 33 ans. Mais donc, du coup, j'y avais bossé pendant un ou deux ans avant, donc c'est vers la trentaine, on va dire, que j'ai commencé à le créer. Et après, tout s'est enchaîné tellement vite. Je me rappelle encore de l'époque, parce qu'à l'époque, on allait au Salon d'Essen, qui est un grand salon allemand sur le jeu, et j'avais une toute petite table, juste une toute petite table pour montrer le jeu. Et, le jeu a quand même été très remarqué et très bien noté au salon, donc ça m'a mis le pied à l'étrier. Et l'année d'après, on est arrivé avec un autre jeu qui s'appelait Kellus, et c'était notre deuxième jeu, donc. Et, Kellus a gagné à peu près tous les prix pour les jeux importants dans le monde du jeu. Et ça, par contre, d'un coup, ça a été un peu. Ça, c'est un peu comme j'imagine, les vedettes de la chanson qui font un tube, quoi, tu vois. Donc, on a fait un tube avec le deuxième jeu. Donc, à partir de là, tout s'est accéléré, accéléré, accéléré. Et puis, on se retrouve là, quoi. C'est assez marrant. Voilà comment on fait carrière dans le jeu, mais il faut avoir de la chance aussi. À l'époque, c'était un marché quand même beaucoup plus calme qu'aujourd'hui. En parlant de ce jeu Kelius, comment cette idée est arrivée? Parce que rien de rien, quand même, il y a beaucoup de choses, hein, Oui, parce que c'est l'époque du Philippe le Bel, on oui, oui, parle des rois maudits, oui, oui, c'est on ça. parle aussi des Games of Thrones dans Oui. tout ça. Alors, En fait, alors Kellus, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ami à moi qui s'appelle William Mattia, que je salue s'il oui, regarde cette vidéo. Et en fait, à l'époque, on avait une petite boutique de jeux qu'on avait ouvert avec certains amis. Je crois que tu en as interviewé certains d'ailleurs, un certain Alexis Lepskir, par exemple. Et, et, euh, et donc, ça nous servait d'endroit pour faire les tests. Et c'est là que j'ai rencontré William, qui est un grand fan de jeux allemands comme moi. Et un jour, il m'a dit, bah, moi, après le succès de Is, je cherchais un deuxième jeu à faire. Et, euh, et William est venu me voir dire, bah, moi, j'ai un jeu. Et donc, il l'a amené. Et franchement, on a trouvé ça génial. Et là, c'était une belle époque à l'époque parce qu'on avait du temps pour faire les choses. Et on s'est mis. J'avais une petite compagnie d'amis, de testeurs, et on s'est tous mis à le jouer comme des fous pour régler le jeu et le tester en fait. Et c'était à l'époque, on était tous entre étudiants, boulot un peu bizarre, genre une boutique de jeux. Bon, enfin voilà, en fait, on avait plein de temps. Et donc, on a réglé le jeu très très vite parce on faisait 10 parties par jour pendant tous les jours en fait. Il n'y avait jamais d'arrêt. Et, euh, Au début, c'était un jeu de château. Et après, c'est moi, par amour pour les rois maudits et ce genre de truc, qui est dit, bon, on va l'appeler. Enfin, le nom Kélus est venu un peu bizarrement. Mais en attendant, le situer à l'époque des rois maudits, c'était mon choix parce que j'aime bien Philippe le Bel, à cause des rois maudits, enfin, la vieille série télé et le livre de Maurice Druon, bien sûr. Et donc, j'essaye toujours de rattacher, parce que les jeux allemands ont souvent un défaut, c'est que le thème n'est pas super présent, mais j'essaye toujours de le rattacher avec des choses que j'aime bien personnellement. Et le truc, c'est qu'effectivement, les rois maudits, ça a baigné mon enfance, le feuilleton télé. Et, tu parles du vieux feuilleton télé. J'ai pas vu le récent, on m'a dit qu'il était moins bien. Et encore récent, c'était il y a 15 ans. Euh, et, euh, et le livre de Maurice Druon aussi, enfin, je l'ai lu beaucoup. C'est vrai que pour beaucoup, c'est le précurseur. Je pense que l'auteur de Game of Thrones a lu Les Rois Maudits. C'est pas possible autrement. mais il a dit, hein, Oui, il a dit que c'est ça son inspiration. bah, très clairement, parce que bah, Oui. certes, c'est le Royaume de France au lieu du trône de fer, mais bon, il y a de la politique, il y a de l'intrigue, des trahisons, du sexe, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Il suffit d'aller piocher dans l'histoire de France. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ce sera à l'époque de Philippe le Bel, disons, c'est à la fois un clin d'œil et de l'amour pour cette époque, quoi, on va dire. Voilà. Et est-ce que le succès, surtout de la série Games of Thrones, a influencé le jeu ou peut-être les ventes ou l'intérêt vers ce jeu ou pas À vraiment? l'époque, alors à l'époque, c'était bizarre parce que à l'époque, on n'avait pas, c'était 2005, je ne sais pas où on était Game of Thrones à l'époque. Il devait Il exister. était fait, le livre Ouais, était fait avant, mais la série est après. ouais. Ah oui, alors la série bien après, donc, mais
Il y avait un jeu Game of Thrones, en fait. C'est comme ça. Moi, quand j'ai découvert Game of Thrones, parce qu'il y a eu un jeu Game of Thrones. Avant, j'avais jamais entendu parler du livre. On a joué au jeu Game of Thrones, on s'est dit, ah, tiens, c'est bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert le livre Game of Thrones, par le jeu. Donc, c'est un peu bizarre. Non, ce qui a bien marché pour Kélus, en fait, c'est qu'il proposait des mécaniques qu'on n'avait pas trop vues à l'époque. Et, euh, et en fait, les gens qui s'en sont emparés, en premier, c'est la communauté allemande. Et en fait, enfin, vraiment, j'aime pas me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais le but, c'est de dire que c'était un jeu d'un type qu'on n'avait pas vraiment vu avant et qui plaisait beaucoup aux gros joueurs. Et donc, le thème est passé un peu derrière, quoi. La construction du château, très vite, les gens s'en sont un peu foutus, mais pour dire, ah, voilà, ça, c'est un bon jeu, il y a plein de stratégies. Et en fait, comme les gens s'en sont emparés, ça s'est mis à parler. Enfin, vraiment, il y a eu du bouche à oreille comme maintenant. Sauf qu'à l'époque, Facebook et tout ça, c'était pas comme maintenant. Enfin, tu vois, genre, il y avait pas d'Instagram, tu créais pas de buzz, etc. Le buzz, il se faisait sur le Salon des Sons. Et nous, il s'avère que on est arrivé au Salon des Sons. Alors, on arrive le mercredi et on repart le dimanche, tu vois. On est arrivé avec nos 500 boîtes à vendre. Et le mercredi, c'est l'installation. Donc, a priori, c'est fermé, hein, mais tu as quand même des gens qui arrivent à rentrer. Voilà. Pendant que tu es en train de monter tes tables, etc., tu as quand même des gens qui arrivent à passer. Et rien que le mercredi, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose parce que les gens avaient entendu parler du jeu et on avait vendu 100 boîtes le mercredi, alors que ce n'était pas ouvert. Et en fait, le jeudi midi, on n'avait plus rien à vendre. Donc, c'était le premier jour du salon. Et le jeudi midi, on était à court. C'est-à-dire qu'il allait encore jusqu'au dimanche, le salon, et on n'avait plus de jeux à vendre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai filé mon stand à un collègue qui avait un stand moins bien placé, et puis on est parti. Enfin, on est parti se promener. Du coup, on a dit, bon, bah, maintenant, on est passé d'exposant à simple visiteur. Voilà. Et du coup, ce bouche à oreille qui est né au salon, bah, ça a fait le grand succès du jeu, quoi, tu vois. Et ça fait partie de la chance. Parce que des jeux enfin, à Essen, il y a peut-être 800 nouveaux jeux. Bon, à l'époque, il y en avait un peu moins, mais des jeux qui font le bouche à oreille, il y en a au maximum un. Donc, bah, c'était nous. Donc, c'est vraiment très bien tombé, quoi. Est-ce, Voilà. est-ce qu'on peut dire que c'était un vrai grand succès, ce jeu-là? Ah oui, oui, parce que bon, les comptes de vente de jeux, c'est toujours un petit peu compliqué, mais on en a vendu plus de 100 000, ce qui n'est pas forcément énorme. Enfin, ça dépend de quel point de vue tu te places, tu vois. Genre, actuellement, mon dernier jeu, je ne sais pas si tu as pas vu des questions sur le sujet, mais ça s'appelle Unlock. On en a vendu plus d'1 million, donc c'est 10 fois plus, tu vois. Mais il faut voir qu'à l'époque, on parlait d'une boîte d'une personne, c'est-à-dire moi. Il y avait juste moi. Donc, mes testeurs, ils étaient là bénévolement, tout ça, tout ça. Donc, pour moi, vendre 100 000 boîtes, ça représentait vraiment enfin, de dire, bon, bah voilà, maintenant, je vois l'avenir beaucoup plus sereinement, quoi. C'est-à-dire que bah, tu sais ce que c'est, tu montes une société et puis bah, quand tu essayes de vendre un truc, tu as intérêt à en vendre, sinon tu fermes ta société, tu vois. Donc, ça m'a permis de voir à jeu plus 3 au lieu de voir à jeu plus 1. Tu vois, genre, tu fais un jeu, si tu ne le vends pas, tu fermes la boîte. Quand tu as un jeu à succès, tu dis, bon, euh, je fais un jeu, si le prochain ne marche pas, bah, c'est pas grave, j'en ferai un autre. Tu vois. Donc, ça m'a permis d'être dans cette zone de confort, de pouvoir me dire que j'allais pouvoir devenir un vrai éditeur qui peut voir l'avenir sans se dire, bah, le prochain jeu, c'est peut-être le dernier. Voilà. Et comment tu t'es senti en ce moment-là, quand tu as compris que voilà, le succès est là? Ben, tu sais, nous, on était un peu rock, ou un peu punk, je sais pas. Le Salon des Suns, je m'en rappelle, on était un peu mode les rois du monde, tu vois. Gentiment, je veux dire, on s'est pas mis à faire les dingues et compagnie, mais le côté, bon, bah, on ferme le stand et on part. C'était un peu, allez, bon, bah, les gars, jeudi midi, bon, bah, on part en vacances, merci, au revoir. Je pense que sur le salon, ils n'étaient pas très contents qu'on fasse ça, tu vois. Mais, euh, et puis on avait laissé un papier, Kélus, s'il n'y en a plus, bah, cherchez dans les boutiques, au revoir. Tu vois, genre, c'était marrant, quoi. Mais
Ouais, c'était un peu comme un tourbillon, tu vois. Alors, tu sais, c'est le genre de truc que tu vois dans les films, l'anonyme qui devient une star et compagnie. Alors, c'est très limité. On parle du milieu du jeu, tu vois. C'est pas le showbiz, c'est rien. Mais tu vois, tu montes ta boîte pour faire des jeux. C'est un truc, une activité modeste, un peu anonyme hein, quand même. Mais en Allemagne, il y a des fans. Et donc là, tu te retrouves d'un coup, par exemple, bah, on s'est retrouvé à Berlin pour la remise du prix du jeu de l'année, parce qu'on a eu un prix spécial pour le jeu de l'année, avec les caméras de télé et compagnie, tu vois, genre, bah, ça fait bizarre, tu vois ce que je veux dire, bah, qu'est-ce qu'on fout là, quoi, tu vois, genre, dans un hôtel 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles à Berlin, alors que bah, tu faisais tes petits jeux tranquilles chez toi, quoi, tu vois, c'est assez marrant. Donc, à l'époque, c'était marrant. Enfin, je me rappelle avec émotion, tu vois, c'est des chouettes souvenirs. On avait fait un reportage photo tellement on était stupéfait d'être là, tu vois. Et qu'est-ce que ça te donnait? Ça te poussait à faire encore mieux? Alors, Quelle encore est mieux, alors tu sais que ça, c'est dur, hein, parce que quand tu as fait un succès, c'est difficile de faire mieux. Mais le truc qu'on savait, c'est que on voulait mieux. Alors, ça dépend ce que tu mesures mieux. Euh, Mieux en termes de vente, c'était pas vraiment mon objectif, si tu veux. Istari, on a toujours eu en vue l'idée de faire des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux enfin, beaucoup de jeux, on les a faits parce que d'abord, ils nous plaisaient, tu vois, et peu importe ce que ça va se vendre. Justement, Kellus m'a donné ce confort de dire, bah, ce jeu-là, il va peut-être pas se vendre beaucoup, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et s'il se vend moins que Kellus, c'est pas grave, parce que à mon échelle, je ne revendrai peut-être jamais un jeu comme Kellus. Et c'est ce qu'on a fait en fait. Donc, je ne sais pas si ça m'a aidé à faire mieux, mais ça m'a aidé à faire avec le cœur, tu vois, de se dire, bon, là, j'ai pas besoin de faire un méga succès. J'ai besoin de faire un jeu que j'aime. Et le truc, c'est que les gens qui étaient nos fans, ils le ressentaient aussi, qui sont peut-être toujours nos fans, j'espère, et le ressentaient aussi. Il y avait une patte Histari. En fait, nous, quand on bossait sur les jeux Histari, nous, ce qui nous importait, c'était de ne pas trahir la marque. Tu vois ce que je veux dire? Et pas trahir la marque, ça ne se traduit pas du tout en termes de vente. Ça se traduit en termes de qualité de ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, il y avait une patte Histari et on a tâché de la pérenniser jusqu'au dernier jeu qu'on a publié, qui s'appelle Shakespeare, bien longtemps après. Et franchement, il n'y a pas un jeu qu'on a édité qui porte la marque Histari de ceux qu'on a fait dont j'ai honte. Même, il y en a qui se sont moins bien vendus que d'autres. Bon, c'est vrai. Mais je les referais quand même. Si je devais les refaire aujourd'hui, je les referais. On a mentionné déjà quelques fois l'Allemagne et Oui. pourquoi l'Allemagne a une place tellement importante dans ce milieu des jeux de société, pourquoi il y a un énorme marché là-bas et pourquoi Alors, ça, particulièrement en Allemagne. c'est une bonne question. À vrai dire, on n'a jamais totalement. Enfin, il y a toujours eu des réponses avancées, mais on n'est pas sûr. Euh, Déjà, maintenant, je dois dire que la situation a bien. Depuis cette époque-là, la situation a bien évolué. C'est-à-dire que en France, maintenant, on a vraiment. On va vraiment sur cette voie-là aussi, parce en fait, il y a plein de gens qui se sont aperçus que ce type de jeu-là existait. Tu sais, en France, quand tu es jeune, souvent, on te met toujours les mêmes jeux. En fait, le Monopoly, le Cluedo, les 1000 bornes, sans te dire qu'il y a d'autres jeux qui existent. Mais depuis, ça évolue. Pourquoi? Parce que Asmodée a sorti des jeux comme Double, comme Jungle Speed. Je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, mais je l'ai dit quand même, parce que c'est historique ce que je dis. Et donc, ça a évolué. Mais à l'époque, en Allemagne, il y a beaucoup de gens qui disent que, par exemple, c'est par exemple à cause de la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais tu vois, genre les Allemands, ils ont développé un type de jeu qui n'était pas guerrier, tu vois, qui était plus basé sur la stratégie, mais pas la stratégie militaire. Donc souvent, les jeux allemands, c'est des jeux où tu ne t'agresses pas entre joueurs. C'est un peu chacun dans son coin en train de faire sa petite affaire. Et que, ben, certains disent, mais après, c'est plus un sociologue qui pourrait répondre, que c'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale, du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Toujours est-il qu'il y a aussi la perception du jeu.
si tu veux, en France, nous, pendant longtemps, le jeu, c'était vu comme une activité enfantine. C'est-à-dire, en gros, le jeu, c'est réservé aux enfants. Les adultes, ça joue pas. Dieu merci, je pense que d'abord, enfin, ça paraît stupide. Et ensuite, je pense que ce point de vue est en train d'évoluer. C'est-à-dire que les adultes se rendent compte que c'est pas si enfantin que ça. D'abord, il y a des jeux très compliqués qui sont pas du tout faits pour les enfants. Et puis surtout, c'est un passe-temps. Je pense que tu vois des choses comme les 35 heures ont ouvert ça. C'est-à-dire qu'avec les 35 heures, les gens ont plus de temps pour des passe-temps, les RTT. Et puis, il y a aussi un autre petit facteur récent, un peu moins drôle, mais qui a pas mal aidé, je pense, c'est le confinement. Tu vois, genre, t'es enfermé chez toi. Bon, bah, tu vois, genre, t'es enfermé chez toi en famille toute la journée. Ben, il faut trouver des passe-temps, tu vois. Des passe-temps familiaux, c'est-à-dire où tu peux jouer à plusieurs, tous autour de la table, bah, à part le jeu de société, je vois pas. Enfin, il y en a peut-être d'autres, hein, mais euh, je pense que les mentalités de ce point de vue-là sont en train d'évoluer en France. Et c'est très bien. Ça fait plusieurs années, hein, et le confinement, à mon avis, n'a fait que amplifier ce phénomène. Bon, bah, tant mieux. Est-ce Oui, qu'on va j'espère. voir, est-ce qu'on va voir des nouveaux jeux peut-être que tu as créés pendant cette période de confinement? Alors, en fait, oui, mais alors, moi, le truc, c'est que si tu veux, il y a quelques années, j'ai fait un jeu qui s'appelle Unlock et qui a eu un gros succès. Un peu, alors, le truc, c'est que tu sais jamais. Hein, tu vois, genre, moi, j'ai fait Unlock, je savais pas du tout que ça allait avoir un succès. Je savais que c'était plutôt bien, c'était plutôt ce que je voulais faire, mais après, franchement, il y a des jeux auxquels tu crois à mort et qui marchent pas du tout. Il y a des jeux auxquels tu crois moins et qui cartonnent et tu sais jamais pourquoi. On n'a pas la recette. Peut-être c'est tant mieux. Et donc là, les 3 dernières années, je les ai beaucoup passées avec Unlock parce que comme c'est un jeu où tu as des aventures, tu les joues une fois et après c'est fini, ben, on a fait beaucoup de nouvelles aventures. Et donc là, on est en train de faire la boîte 8, tu vois, donc ça prend beaucoup de temps. Donc l'effet positif du confinement, si tu veux, c'est que étant enfermé chez moi, on était, bon, en fait, juste avant le confinement, on était sur le bouclage du dernier Unlock. Donc pas encore sur le prochain. Et donc, le confinement est arrivé un peu sur une période d'entre-deux qui m'a permis de travailler sur un autre projet que j'avais depuis des années. Donc, oui, j'ai un nouveau projet qui s'appelle Chapters. Et si tout va bien, pour août prochain, on le verra peut-être sortir. Mais bon, il y a beaucoup de travail encore et on verra. Mais oui, c'est un jeu d'aventure encore. Et pour août prochain, peut-être. Enfin, c'est ce qu'espère mon patron, je crois. En parlant d'Unlock, je sais que tu aimes beaucoup des escape games. Oui. Depuis quand tu joues dans ce genre de choses et comment tu as eu cette idée de créer ton propre jeu? Alors, en fait, alors depuis quand? Alors, ça fait quand même quelques années. Alors maintenant, j'en fais beaucoup moins, mais à une époque, j'en faisais beaucoup. Parce que j'avais traîné avec toute ma bande d'amis rencontrés en fac et compagnie. Et en fait, j'avais jamais entendu parler des escape bars. C'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 4 ans, on va dire, on va 5 ans peut-être. Euh, et, euh, il y a un ami à moi qui me dit, tiens, on a loué une escape game. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup dans Paris. Hein. Il y en avait 2 ou 3. Enfin, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et on a réservé pour un escape game. Est-ce que ça te tente? Et moi, j'ai toujours aimé les chasses au trésor, les machins, les trucs. Alors, je dis, bah oui, oui, carrément et tout. Et je me rappelle vraiment bien. Hein. On s'est retrouvés à 4 ou 5. Je crois qu'on était 5, enfermés dans un petit cagibi. Parce que la première salle, elle faisait 2 mètres carrés, tu vois. On s'est retrouvé enfermé dans un cagibi avec la plus grande pièce, le tout fermé par une grille. Et les 5 premières minutes, c'était un peu, mais qu'est-ce qu'on fout là, bon sang? Tu vois, genre, c'était notre première immersion dans les. Tu vois, genre, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, il y a des énigmes, il y a tout ça, quoi. Mais la première fois, les 5 premières minutes ont été bah. Et puis, par contre, on est sorti, je me rappelle, on avait mis 37 minutes, ouais, à part là. Et, je me rappelle d'un autre truc, c'est à la fin, on termine, et là, on voit le gars rentrer dans la pièce et dire, bon, bah bravo. Et là, on se regarde tous en se disant, déjà?
Et en fait, on était frustrés parce qu'on adorait et que ça se soit terminé aussi vite, quoi. Et si tu veux, c'est en sortant de là, en sortant de cette première-là, je me suis dit, c'est génial, il doit y avoir moyen d'en faire un jeu. Bon, mais après, le truc, c'est que moi, j'aime pas chercher. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas cherché. Donc, on a fait vraiment plein d'escape rooms, pas pour voir, par plaisir, tu vois. Vraiment, on s'est pris au jeu. On les notait, on avait même un petit blog et tout ça. Et on était arrivé à 35 ou 40 vers la fin de ça. Depuis, j'en ai fait d'autres, mais bon, voilà. Et si tu veux, j'attendais l'idée. J'attendais l'idée qui m'est arrivée un matin. Les idées m'arrivent souvent le matin. Et j'étais devant mon café le matin. Tu imagines la tête dans le brouillard, voilà, dans mon canapé. Et d'un coup, si tu veux, j'ai eu l'idée fondatrice, qui était toute bête. Hein, c'était en voyant des cartes, j'ai visualisé une carte avec le numéro 5, c'était une clé, et une carte avec le numéro 10, c'était une porte. Et je me dis, bah, si j'additionne les deux, j'ai une carte avec le numéro 15, et c'est une porte ouverte. Tu vois? Et je me suis dit, en additionnant deux cartes, on a une troisième carte. Et je me suis dit, avec ce principe-là, je dois pouvoir faire des escape rooms. Et donc là, immédiatement, j'ai fini mon café, ou j'en ai refait couler un deuxième, plus probablement, et je suis monté à mon bureau. Et j'ai créé une petite pièce d'escape room, juste une petite pièce. Et le soir, j'avais des amis. Et quand je l'ai créé, je me suis dit, ça va jamais marcher, il va falloir 2000 cartes. Et j'avais des amis qui venaient et je leur ai fait tester. Et en fait, à ma grande surprise, ça durait plus longtemps. Enfin, c'était mieux, hein, ça durait plus longtemps qu'attendu parce que je me suis dit, bah là, bah, voilà, j'ai 20 cartes. Si ça dure 30 secondes, c'est un problème. Et en fait, je me suis aperçu que non, les gens cherchaient, en fait, comme dans une vraie escape room. Et c'est là que j'ai vu que ça marchait comme dans une vraie escape room. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, je tiens un truc. Donc voilà. Et après, j'ai augmenté la taille de une pièce, puis une deuxième pièce, puis une troisième pièce. Et voilà, c'est fini. Et après, on en a fait d'autres. Là, je ne sais plus à combien d'aventures on est, mais on est à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que souvent c'est comme ça que ça se passe quand tu inventes, quand tu crées Ah un oui, jeu? toujours. Toujours. En fait, pardon. En fait, je ne sais pas comment font les gens. Je pense que chacun a sa méthode, etc. Moi, je déteste chercher. En fait, le problème, c'est que je crois que quand je cherche, je ne trouve pas. Donc, en général, je laisse les idées venir à moi. Vraiment. Je, En fait, peut-être c'est comme si je laissais mon subconscient trouver à ma place. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Hein, après, en psychologie, c'est peut-être l'inconscient. Je fais pas bien le distinguo. Mais le truc, c'est que moi, ça se passe souvent le matin, dans les brumes du réveil. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est là que je résous les problèmes que j'ai sur les jeux. Aussi loin que je me rappelle, tu vois, Is, le premier jeu, je me rappelle avoir. C'est pas que j'en ai rêvé la nuit. Il y en a qui disent c'est dans les rêves. Moi, c'est pas dans les rêves. Moi, c'est vraiment. Je me suis réveillé et j'ai eu la vision du système principal de Is vraiment un matin au réveil. Quoi. Tu vois, mais moi, je pense que je fonctionne mieux quand je suis plus en connexion mes deux cerveaux quand je suis pas bien réveillé. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, donc je nourris mon cerveau et je le laisse me cracher une solution tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma méthode. Alors après, c'est pas toujours une super méthode, mais je sais pas faire autrement. Et comment ça se passe après? Il y a une idée. Ah, Est-ce que ça prend après beaucoup de temps pour que ça se transforme en vrai jeu? bah, honnêtement, pour que ça se transforme en vrai jeu, ça prend vraiment, enfin, pas beaucoup de temps. Tu vois, parce que là, l'idée d'Unlock, je l'ai eue le soir, on testait. Alors, c'était pas une aventure finie, mais globalement, une semaine après, le jeu, il était fait. Tu vois, le problème, c'est qu'après, nous, c'est pas le tout d'avoir un vilain prototype. Après, il faut en faire un jeu éditable. Et là, c'est un travail, c'est un gros travail. Tu vois, genre, Unlock, je l'ai amené en avril. Je ne me demande pas l'année, j'en sais rien, on va dire avril 2017, et on l'a publié en janvier 2018, et c'est un record. Honnêtement, normalement, un jeu,
Tu vois, genre, un jeu comme Kélus, on y a bossé 2 ans. Tu vois, genre, honnêtement, on y a bossé 2 ans. Un jeu comme Unlock, c'est un peu différent parce que un jeu comme Kélus, c'est un jeu de stratégie. Donc, il faut tester toutes les stratégies une par une, vérifier qu'il n'y en a pas de plus fort que d'autres, tester milliards de choses, etc. Unlock, c'est une aventure que tu vas jouer qu'une fois. Donc, déjà, le problème, c'est quand tu le fais tester à quelqu'un, il pourra plus jamais le rejouer. Tu vois, donc bon. Mais en même temps, c'est une aventure. Donc, c'est assez facile en regardant les gens de voir où est-ce qu'ils ont des difficultés, où est-ce qu'ils aiment bien, où est-ce que tout ça. Par contre, il reste quand même le défi de la fabrication. Et ça, c'est pas du tout mon métier maintenant. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler les graphistes pour trouver ne serait-ce qu'il faut trouver le titre. Tu vois, genre, il faut trouver le titre, il faut trouver les illustrateurs pour les illustrations, il faut écrire les textes. Et dans Unlock, en plus, on a un autre problème, c'est qu'on a une application sur iPhone, donc il faut la programmer. Donc voilà, c'est tout ça qui a pris beaucoup de temps. Unlock, franchement, c'est sorti en une journée. Et puis après, plus 6 mois de boulot pour en sortir une boîte, quoi, tu vois. Donc, et encore, c'est un record de durée. Normalement, un jeu, l'idée de base, elle arrive vite, mais la réalisation, c'est ça qui est long, quoi, tu vois. Genre les tests, la réalisation, l'affinage, tout ça, quoi. En fait, c'est comme je sais pas, c'est comme une pierre brute. La pierre, on la trouve, alors plus ou moins difficilement. Mais après, ce qui est long, c'est de la sculpter finement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est le boulot, le gros du boulot, c'est les détails en fait. En fait, tu vois, genre l'idée d'Unlock, c'est 90% du truc et je l'ai eu en une seconde. Et les 10% restants, bah, ça nous a pris 6 mois. Donc c'est un peu comme ça. Et combien de personnes peuvent travailler ensemble pour créer un jeu? Ça peut aller jusqu'au combien? Ah bah, de toute façon, c'est toujours un travail d'équipe, hein. Nous, on a, tu vois, genre sur Unlock, c'est assez facile pour te répondre. Globalement, actuellement, on est pour vraiment la. Alors, il y a un auteur, mais ça peut être quelqu'un de chez nous ou ça peut être un auteur extérieur. En tout cas, sur son aventure, il y a quatre. Déjà, rien que sur la forme que va prendre l'aventure, il y a 4 personnes plus ou moins qui y bossent. C'est-à-dire, il y a moi, il y a mon collègue Thomas, et on a nos deux petits sbires, qui s'appellent Jérémy et Mathieu. Et à 4, on bosse là-dessus. Mathieu est plus sur tout ce qui est la partie application, Jérémy est plus sur le bricolage, et Thomas et moi, maintenant, on supervise un peu plus, quoi, tu vois. Mais derrière ça, tu as un chef de projet, Julien, je le nomme. Tu as un chef de projet qui, lui, va s'occuper du fait qu'on travaille assez vite pour que la boîte elle sorte dans les temps, qu'il y ait 3 illustrateurs qui fassent bien les illustrations dans les temps. En gros, le gars qui est là pour faire qu'à la fin, il y ait bien une boîte qui sorte à la date prévue, tu vois. À côté de ça, tu as nos graphistes. C'est-à-dire que tu as des illustrateurs, mais nous, on a aussi des graphistes qui font tout l'habillage des cartes, euh, potentiellement dans les diverses langues possibles, etc. Tu as des traducteurs, des relecteurs, donc des personnes impliquées sur une boîte d'Unlock, une dizaine de personnes, Pierre. À peu près une dizaine de personnes. Donc, entre chefs de projet, les gens qui bossent pour affiner les scénarios, illustrateurs, relecteurs, graphistes, enfin, voilà, c'est du boulot, hein. On va dire qu'on y passe rien que pour avoir la boîte 3 mois, et après, il y a encore un petit boulot pour avoir l'appli, et c'est 10 personnes qui y bossent, quoi. Donc, c'est pas rien. Et les tests consommateurs, est-ce que vous en faites beaucoup? Alors, nous, on fait beaucoup. Alors, le truc, c'est que si tu veux, on fait des tests, mais on fait pas des tests consommateurs. Enfin, tu sais, genre, comment te dire, pas auprès tu sais, pas auprès d'un public anonyme qu'on connaît pas, etc. Tu vois, c'est pas les tests consommateurs dans les règles de l'art. Par contre, oui, on est obligé de faire beaucoup de tests parce que, comme je te l'ai dit, une aventure d'Unlock, tu peux la tester qu'une fois. Tu vois, si je te la fais tester, je vais pas pouvoir revenir en te disant, tiens, voilà, je l'ai amélioré. Tu vas te rappeler de tout. Tu vois, donc nous, dans notre bureau, on a de la chance, il y a plein de gens. Donc, tu vois, genre, il n'y a pas que nous, il y a d'autres étages avec d'autres boîtes qui font d'autres choses. Et donc, généralement, au bout d'un moment, on part dans les étages en disant, bon, qui est volontaire? Et donc, déjà, on épuise toute la boîte. Et après, on épuise notre entourage chacun. C'est-à-dire qu'on va emmener l'aventure à la maison pour le faire tester aux amis d'amis. Enfin, on va essayer de le faire au plus large qu'on peut, sachant que, ouais,
il y a une cinquantaine de tests minimum par aventure, quoi, on va dire. Après, c'est pas des vrais tests consommateurs au sens grande distribution, tu vois, mais nous, c'est les tests dont on a besoin pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas de problème, que ça marche, quoi, tu vois, que la narration est bonne, que les gens comprennent. Tu vois, parce que parfois, on n'est pas clair sur un mot et du coup, les gens, ils perdent le fil de l'histoire. Donc, c'est beaucoup de détails et qu'il faut superviser, quoi. Et ça prend beaucoup de temps, en fait, surtout. Donc, jusqu'au bout, on change des trucs, tu vois, genre, parce que, non pas parce qu'on fait des erreurs, mais parce qu'on se rend compte que ce point-là, il n'est pas aussi clair que ce qu'on pensait, etc., etc. Donc, il y a énormément de tests, mais la plupart sont faits en interne, avec simplement les gens qui sont dans notre bâtiment. Déjà, on a de la matière. Ça vous a déjà arrivé de suite à ces tests de changer complètement le jeu ou quand même donc le beaucoup modifier? Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que, en général, tu vois, quand on est sur tu vois, les premiers tests qu'on fait, généralement, le jeu est vraiment pas abouti. Donc, c'est-à-dire on arrive avec un scénario certes complet, mais on sait qu'il marche pas très bien. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il marche et où est-ce qu'il marche pas. Donc, en général, les premiers tests, les gens nous fuient parce qu'ils savent qu'ils vont tester un truc qui ne marche pas encore tout à fait bien. Tu vois. Les derniers, en général, sont assez contents parce qu'ils ont le scénario qui marche, peut-être même avec les bonnes illustrations. Mais les premiers, on les appelle les sacrifiés, nous, tu vois, parce que bah, si tu veux, le truc, c'est que sur le papier, tu peux faire un scénario, mais en fait, par expérience, maintenant, on sait qu'il y a des choses qu'on a prévues et certaines vont échouer parce que genre, tu ne prévois pas la réaction des gens. Et puis, tu prévois pas non plus tu prévois pas, non, enfin, tu vois, genre, il y a certaines énigmes où tu te dis, alors ça, c'est facile, et puis les gens, ils trouvent ça super dur. Ou à l'inverse, tu dis, alors ça, c'est super dur, et les gens, ils trouvent ça facile, tu vois. C'est, euh, en général, les premiers sont les sacrifiés. Et après, ça converge assez vite, tu vois. Après deux, trois tests, généralement, on arrive à un truc très stable. Et après, les derniers tests servent vraiment à. Tu vois, je te disais, l'idée de base, c'était 90%. Après, on fait les 10% qui restent et ça nous prend du temps. Mais les 9 premiers pourcents, ça va très vite. Mais c'est le dernier pourcent qui nous prend vraiment beaucoup de temps. Tu vois, c'est horrible, en fait. On fait, genre, on affine, on affine, on affine, on affine, jusqu'à ce qu'on on soit content, quoi, tu vois. Et le dernier testeur, en général, c'est le boss. C'est vrai. Donc voilà. Mais bon, jusqu'ici, ça a plutôt bien marché. Et qui sont vos auteurs? Il y a pas mal de gens de l'équipe qui aiment bien faire des scénarios, donc bah, on les laisse faire. Mais il y a aussi pas mal d'auteurs qui viennent de l'extérieur. Moi, en fait, si tu veux, notamment, enfin, le premier vrai auteur extérieur qu'on a eu s'appelle Arnaud Ladanius. Et en fait, l'histoire est marrante. C'est que quand on a créé Unlock, j'ai fait un petit tour des magasins à l'époque. Donc j'étais à Rennes. Et à Rennes, donc on faisait jouer on avait fait une aventure de démonstration et on la faisait jouer. Donc je suis à Rennes et puis il y a des gens qui viennent dans une boutique de jeux, tu vois. Puis il y a des gens qui viennent dans la boutique et moi je leur fais jouer. Et c'est là que j'ai rencontré Arnaud Ladanius. Donc il s'installe, il joue, il dit ah ouais c'est super et tout, et puis il s'en va, voilà. Et la semaine d'après, il y avait un festival à Paris. C'était peut-être 15 jours après, mais on va dire la semaine d'après, il y avait un festival à Paris. Et là, je vois arriver Arnaud Ladanius. Il fait oh, salut, tu te rappelles de moi et tout. Je fais ah, bah oui, oui, je me rappelle de toi. Il fait écoute, j'ai adoré ton jeu, j'ai écrit un scénario et il me le tend. Ah, je fais ah bon. Parce qu'à l'époque, on n'avait même pas encore sorti la boîte 1, tu vois. Et c'était le Nautilus, c'était dans la boîte 2. Et en fait, donc, du coup, c'est devenu un peu un de nos auteurs, tu vois. Mais c'est, disons on en reçoit pas mal par proposition, quoi. Tu vois, il y a des gens qui nous envoient les scénarios. Soyons honnêtes, il y en a où on dit non, soit parce qu'il y a déjà un scénario de ce type-là qui est en préparation, soit parce que c'est pas exactement ce qu'on cherche. Voilà, quoi, tu vois, genre, on les teste, on teste tout ce qui arrive, et on dit non, ça oui. Enfin, on a un petit peu un comité de sélection maintenant, donc euh, souvent, d'ailleurs, c'est parce que les gens, ils ont des. Tu vois, genre, la boîte 1 de Unlock était très orientée escape game. La boîte 2, on est plus parti vers de l'aventure.
Et par exemple, tout ce qu'on a reçu entre la boîte 1 et la boîte 2, et surtout entre la boîte 2 et la boîte 3, on recevait vraiment de l'escape game, escape game. Et nous, quand on voulait faire plus des histoires, on en a refusé beaucoup à cette époque-là parce que on voulait des trucs dans un monde ouvert, tu vois. Genre, par exemple, tu fais les pirates sur des îles et compagnie, et on recevait beaucoup de pièces fermées. Sauf que sur des cartes, tu n'as pas vraiment besoin, tu vois. On fait appel à l'imagination. Donc, ça peut aussi bien se passer sur la Lune, tu diras comme dans une escape room, mais ça n'a pas besoin d'être une succession de pièces fermées. Donc, on a beaucoup refusé à cette époque-là pour ça. Parce que c'est pas juste la qualité des énigmes qu'on regarde, c'est aussi le thème. Est-ce que le thème va nous plaire? Je sais pas si tu as vu, mais on fait beaucoup de trucs de littérature, tu vois. On a fait, ben là, voilà, on est en train de travailler On sur va en parler, hein. on est en train de travailler sur le tour du monde en 80 jours, par exemple. Mais on a fait Ah, le magicien d'Oz. Enfin, on adore mettre des thèmes de littérature. Donc voilà. pour terminer, bon, si on peut le terminer, le sujet avec les auteurs, ben, qu'est-ce qu'il faut faire à un auteur pour que son jeu soit édité chez vous? Ah, ben alors ça dépend du type de jeu, tu C'est vois. quoi le secret? Bah, il n'y a pas vraiment de secret, tu sais. Le fait est que on a, alors, pour Unlock, bah, il suffit de nous envoyer le scénario et puis on le teste et puis ça nous plaît ou ça nous plaît pas, hein, tu vois, genre, si c'est un bon scénario, on va l'éditer, il n'y a vraiment aucun problème. Pour les jeux qui sont pas Unlock, tu vois, genre quelqu'un qui aurait inventé, j'en sais rien, le nouveau Calus, etc. Généralement, il y a une procédure. Bon, alors moi, je suis tellement occupé par Unlock que je m'en occupe plus du tout, mais déjà, on leur demande de nous envoyer les règles. Et avec les règles, déjà, on voit si le jeu est pour nous ou pas pour nous. Tu vois, parce que je vais te donner un exemple bête, mais si c'est un genre de Trivial Poursuite, bah, nous, on va dire, bah, nous, on n'édite pas ce genre de jeu. On fait des jeux de stratégie, on ne fait pas des jeux de questions. Donc, voyez plutôt avec un éditeur de jeux de questions. Euh, donc ça, les règles, ça nous permet d'avoir un premier tri, si tu veux, entre les jeux qui sont pour nous et pas pour nous. Si le jeu, il nous semble être pour nous, dans ce cas-là, on va demander un prototype et le tester. Et puis, bah, en fait, la meilleure recette pour être édité, c'est de faire un bon jeu. Donc, comme ça, bah, parce qu'on n'est pas fou. Hein. Si on tombe sur un super jeu, bon, on l'édite. Hein. Et c'est pas la peine d'être un auteur connu ni rien du tout. Moi, en tant qu'Hystari, j'ai édité les premiers jeux de plein de gens. À commencer par William, l'auteur de Kélus, il n'avait jamais rien édité avant. Moi-même, j'avais rien édité avant, mais bon. Et puis d'autres. Et après, le troisième, il s'appelait Nicolas Houry, l'auteur de Mykérinos. Il n'avait jamais rien édité avant. Puis on a édité, par exemple, pour un auteur qui est devenu connu par la suite, Sébastien Pochon, il a fait un jeu qui s'appelle Ispahan qu'on a édité. C'était son premier jeu. Donc, ça ne sert à rien d'être un auteur connu. Enfin, ça sert à en vivre, mais pour être édité, ça sert à rien. Un bon jeu, on va le prendre anonyme. Ça peut être. On préfère prendre un bon jeu d'un inconnu parfait qu'un mauvais jeu d'un auteur très connu. C'est la base. Donc, il faut faire un bon jeu. Et pour faire un bon jeu, la meilleure méthode, c'est de le tester à mort. Voilà, c'est horrible, mais c'est comme ça. C'est pas la peine d'avoir des super beaux graphiques parce qu'ils seront refaits, etc. Ce qui est bien, c'est de trouver quelque chose d'original et quelque chose qui donne envie de rejouer. Tu vois, le premier truc, c'est la première question qu'on se pose, nous, à la fin d'un test, c'est est-ce que j'ai envie de rejouer Si possible, tout de suite. Tu vois, genre, si tu joues à un truc et que tu as envie de rejouer, généralement, c'est que le jeu est bon. Tu vois, parce que si on joue que c'est mauvais, il n'y en a aucun autour de la table qui va se dire ah, bah, j'ai envie de aller la revanche. Tu vois. Par contre, si c'est un bon jeu, tu vas te dire ah là là, c'était bien, j'ai perdu, je veux gagner, allez, on en refait une. Et ça, tu vois, si tu arrives à créer ce sentiment chez nous, bah, probablement ça va être édité, tu vois. Voilà, en gros. bien, C'est bien. vraiment du feeling, tu vois. Il n'y a pas de règles, tu vois. C'est compliqué de donner les règles. C'est vraiment purement au feeling, quoi. Et, mais faut faire tester son jeu. Faut tester son jeu, le faire tester beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que tu sais, c'est toujours pareil. Si tu demandes qu'à tes proches, ils sont bienveillants. Ils vont avoir tendance à te dire que c'est super. Mais il faut aussi tester sur des inconnus, tu vois. Et même souvent, les inconnus sont bienveillants, tu vois. Donc, euh, il faut, il faut surtout essayer de voir les choses en face soi-même, tu vois, de se dire,
je sais que ça marche pas très bien. C'est mon idée, d'accord, mais cette partie-là marche pas très bien. Il faut avoir le courage de se regarder en face et de se dire, il faut que je change ça parce que ça marche pas. Quitte à déconstruire. C'est horrible, hein. Quand tu as construit un truc et qu'on te dit, comme un moteur de voiture, on te dit, ah, et pour qu'il marche mieux, il faut démonter le moteur. Tu te dis, oh là là, j'en peux plus, ça fait 2 ans. Mais faut le faire quand même. Voilà. Dans mon interview avec Alain Névan, Oui, cofondateur de la maison d'édition Brajlon, que je connais et, assez bien, oui. oui, on a parlé d'Alexandre Dumas. Oui, Et donc vous avez en jeu les trois Mousquetaires du roi. mousquetaires. Est-ce par hasard? Ah, alors, plus ou moins. Déjà, moi, j'adore Alexandre Dumas, j'adore les Trois Mousquetaires, etc., etc. Il s'avère que je me rappelle très bien de cette époque. Alors, c'est un jeu qui est devenu complètement introuvable d'ailleurs maintenant. Je rêve de le refaire un jour, pour tout dire. Mais en fait, il m'a été proposé par les auteurs. Donc, je les connaissais, enfin, j'en connaissais un des deux surtout à l'époque qui s'appelait Gilles Lehmann et il y avait François Combe. Mais sinon, c'est pareil, je les connaissais pas parfaitement bien. Mais en gros, ils m'ont contacté en me disant, bah voilà, on a fait un jeu sur les mousquetaires, c'est un jeu coopératif, donc on joue tous ensemble. L'originalité, c'est que c'était tous ensemble contre un autre joueur. Alors déjà, il faut savoir que c'est les jeux les plus durs à régler, mais peu importe. Et ils m'ont dit, et j'aurais dit, c'est quoi le thème? Ils m'ont dit, c'est les Trois Mousquetaires. Et là, franchement, j'étais déjà conquis. Pourquoi? Parce que les jeux de coopération, c'est un type de jeu particulier. Mais en fait, quand ils m'ont dit ça, déjà, j'adore les mousquetaires. Et puis ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il y a un meilleur thème pour un jeu de coopération que les mousquetaires, qui sont par défaut, c'est un pour tous, tous pour un. Donc, c'est le setting parfait pour un jeu de coopération. Et, euh, et donc, j'étais pratiquement déjà conquis à la base, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est important pour moi. Le thème, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on fait des jeux qui ont parfois des tendances abstraites, tu vois. Bien sûr, tu peux pas, quand tu fais un jeu de plateau comme ça, tu peux pas en faire de la simulation. Sinon, ça durerait 15 heures, tu vois. Tu peux pas, t'es forcé enfin, de rendre certaines choses abstraites pour que ce soit jouable. Tu vois, à un moment donné, il va y avoir un lancer de dés ou il va y avoir un tirage de cartes. Et c'est pas comme ça dans la vraie vie. Tu vois, genre, on résout pas un combat d'épée en lançant un dé, mais il faut bien. Et, euh, et parfois, ça a tendance à gommer le thème. Mais nous, on essaye toujours de mettre des systèmes de jeu qui vont coller au thème, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que là, tu vois, par exemple, et ça, c'est la grâce des auteurs d'ailleurs sorti ce super système. Dans leur première version, il n'y avait pas ça. Mais j'aurais dit, les gars, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse des dés spéciaux et qu'on mette un système où ils fassent des bots, tu vois, les trucs avec les épées, la botte secrète de D'Artagnan et tout ça. J'ai dit, il faut absolument qu'on mette ça. Et d'ailleurs, j'ai juste dit ça et ils ont pondu le système. Ça, c'était génial. Bravo je crois que c'est François qui l'a pondu et il a fait mouche tout de suite. Ça a marché tout de suite, quoi. Et, euh, et globalement, c'est ce genre de petites idées qui font arriver le truc, tu vois. Ma plus belle partie que j'ai vue des mousquetaires, tu vois, c'est dans un café-jeu, il y avait un truc comme ça. Et tu sais, c'est comme dans les vrais mousquetaires, il fallait porter les ferrets de la reine. Et là, les mousquetaires, ils étaient à la fin du jeu, genre au tour suivant, c'était perdu. Ils avaient presque perdu partout, etc. Et ils se retrouvent face au dernier garde qui les empêche de filer le truc à la reine. Et globalement, ils avaient un lancer de dés pour gagner la partie ou pas. Et le gars lance les dés et il s'aperçoit que c'est perdu. Et là, ils sont tous autour de la table, ils ont tous fait oh. Et là, le gars, en fait, s'est aperçu qu'en fait, il n'avait pas perdu parce qu'il venait de réussir et il ne s'en était pas aperçu sa botte secrète. Et là, ils ont tous explosé de joie, mais ils ont hurlé, quoi. Et c'est là que tu te dis que tu as atteint quelque chose, tu vois, parce que on cherche à provoquer ce genre d'émotion, tu vois. Genre. Et là, ils ont eu le roller coaster émotionnel parfait. Et en fait, si tu veux, c'était parfait. Tu vois, genre, c'est la dernière minute du film. Tu crois que tu as perdu, mais en fait, tu t'aperçois par miracle que tu as gagné. Parce que les chances de faire les bottes secrètes étaient très faibles. Et ils l'avaient fait. Et ça a été génial, quoi. Et tu vois, on essaye de créer ce genre de. Et c'est très difficile à rendre. C'est facile à rendre en film. Tu as le support de l'image, tu vois.
J'en sais rien, moi, Leonardo DiCaprio qui fait la Superbotte, c'est facile à rendre. Il suffit de le filmer, tu lui mets son costume, tu lui mets une épée dans la main, tu l'entraînes un peu. C'est un bon acteur en plus. Et donc, ça va être convaincant. Des millions de dollars de budget, des effets spéciaux derrière, on n'en parle plus. Nous, on a du carton, des bouts de papier. Tu vois, c'est pas facile de transmettre des émotions comme ça. Mais quand on y arrive, on est content. En parlant d'Alain Nevon, Oui. ça fait longtemps que vous connaissez Oh ou vous êtes oui. rencontrés? Tout n'est pas racontable, hein, mais enfin, tout n'est pas racontable, il n'y a rien non plus on s'est rencontrés à la fac. Alors, c'était pas ma fac, c'était plus la sienne, en fait. En fait, non, c'est pas rencontré à la fac. Je dis une bêtise, il va m'en vouloir déjà. Donc, avant que tu gueules, Alain, je me rappelle. En fait, on s'est rencontrés au boulot de mes parents. C'est-à-dire que mes parents bossaient à l'Institut national de la propriété industrielle. Et moi, l'été, j'allais y faire des stages d'été, principalement pour m'acheter des guitares. Avec la paye, ensuite, je m'achetais une guitare. Et en fait, Alain était également à l'Institut. Le truc, c'est qu'il était en stagiaire dans le bureau de ma mère. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Moi, j'étais dans un autre truc. J'ai rencontré au bureau de ma mère, on a vraiment sympathisé. Et du coup, ensuite, bah, on s'est revus dans la vraie vie. Quand la fac a repris, on s'est revus. On a commencé à jouer pas mal aux jeux de rôle ensemble. Et ensuite, il m'a présenté tous ses amis, dont un certain Thomas. Enfin, je ne sais pas si tu connais. Et Et c'était qui d'autre avec vous à la fac? Et c'était la fac de quoi? alors, c'était Charles V. C'était la fac de. J'ai jamais vraiment trop su. Non, mais c'est une fac de langue. C'est une fac de langue qui était à Sully-Morland, en fait. Donc, pas loin de Jussieu. Moi, j'étais à Jussieu en sciences. Et on se retrouvait souvent là-bas, ou parfois à Jussieu aussi. On faisait pas mal de jeux de rôle. Et on travaillait pas beaucoup. Je dois l'avouer maintenant. On ne foutait rien. Mais on s'amusait bien. Euh, et euh, et maman ne regarde pas cet épisode. Enfin, elle le sait, elle est au courant. Mais c'est vrai qu'on passait tout notre temps ensemble. On se réunissait toujours chez un ami qui s'appelait Sébastien pour faire des jeux de rôle toute la nuit, ou chez Greg. Enfin, il y avait toute une bande et on n'arrêtait pas alors, on n'était pas non plus des sauvages, quoi, tu vois. La plupart du temps, c'était pour faire du jeu de rôle ou ce genre de trucs, ou refaire la vie. On faisait aussi du spiritisme, des trucs marrants, quoi, tu vois. On s'amusait bien. Pas forcément la folie sauvage, hein, mais bon, il y avait aussi Alexis Lefsker. Tu l'as interviewé, Alexis, non? Oui, oui, oui. Donc, on a déjà Ouais, il y fait avait toute cette bande, interview. hein, toute cette bande de sauvages, en fait. Henri Levenbruck, écrivain Oui, bien également. sûr, bien sûr. Bien sûr, il y avait Henri. Alors, Henri était moins dans cette phase. Je l'ai rencontré dans un second temps, mais on a même joué de la musique ensemble avec Henri. En fait, c'était une phase. C'était le bon temps, comme on dit, hein. Tu sais, tu te rappelles de tes années fac en général. C'était. Sébastien Bach était Ah là oui, il était. également. Ah, bah oui, Seb. C'est vrai que j'ai vu son interview. Oui, on était tous là, hein, et puis. En fait, on pensait plus à s'amuser qu'à travailler, soyons honnêtes. Je sais pas s'ils ont dit qu'ils bossaient super sérieusement, mais s'ils l'ont dit, c'est faux. On faisait n'importe quoi. Mais en fait, tu vois, c'est marrant, c'est un truc que je me dis souvent. Je me dis, bah voilà, on était là, on était tous un peu bizarres. Et puis finalement, tous, on a fait notre chemin, et puis ça nous a amené dans des trucs tous assez créatifs et tous assez satisfaisants, tu vois. Alors, on se voit plus aussi souvent qu'on se voyait, parce qu'à l'époque, on se voyait tout le temps. Maintenant, on se croise plutôt aux fêtes, bientôt aux enterrements. Bon, pas tout de suite, j'espère. Non, non, je plaisante. Euh, mais euh, mais finalement, on a tous fait notre bonhomme de chemin dans des trucs assez créatifs. Et c'est marrant de voir que cette bande de hippies, je vais dire des hippies, est devenue quand même quelque chose. Enfin, c'est marrant de voir l'évolution des gens, tu vois. Je sais pas si ça mériterait un livre, mais c'est intéressant, quoi, tu vois. C'est intéressant. Peut-être en jeu. Peut-être en jeu. C'est difficile de simuler la vie en jeu. Le sport et la vie, c'est deux choses. Je sais pas, je sais pas. Tu vois, je pense que ce serait difficile. Il y a des jeux où tu dois.
Ça existe, mais le seul que je connaisse, c'est un jeu où tu dois rater ta vie au maximum. Donc, c'est pas. Nous, on en prenait bien le chemin, mais on n'a pas réussi jusqu'au bout à rater nos vies. Donc c'est dommage. Mais ouais, peut-être un jour, on va t'en savoir. Va-t'en savoir ce qui va m'arriver demain matin. Je ne sais pas. Tu penses que vous vous êtes influencés mutuellement dans votre créativité ou... Peut-être influencer, c'est dur à dire, mais peut-être aiguillonner mutuellement, je suppose, parce que bah, quand tu vois le voisin qui a un peu réussi à faire ce qu'il voulait faire, bah, tu te dis, ah, bah, s'il a réussi, moi aussi je peux, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est vraiment dur à dire. C'est possible, hein, c'est très possible. J'y ai jamais réfléchi avant que tu me poses la question, en fait. Peut-être, peut-être. Je sais pas. Moi, ce qu'il y a de marrant, c'est que en fait, à l'époque, aucun de nous ne se destinait à faire ce qu'il fait maintenant, plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, j'adorais les jeux, mais tous adoraient les jeux. Puis, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, on avait zéro plan pour l'avenir. Tu vois, euh, on avait zéro plan pour l'avenir. Donc, si tu veux, à l'époque, tu m'aurais dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je t'aurais pas répondu éditeur de jeu, je t'aurais répondu j'en sais rien. Parce que c'était la fac, on avait 20 ans, on voulait profiter du présent. Tu vois. Globalement, l'avenir n'existait pas ou était très flou. Et c'est marrant de voir ce que l'avenir a fait de nous. Quoi, tu vois. Bon, après, c'est pas quelque chose de. Moi, c'est des gens que je revois toujours. Je ne vais pas te dire avec plaisir, tu vois, c'est des gens que je revois avec amour, tu vois, c'est des choses. D'abord, si tu veux, le truc, c'est qu'on se voit plus beaucoup. Enfin, peut-être certains se voient plus que d'autres, tu vois, mais on se voit plus beaucoup, mais il y a toujours ce lien. Et ce lien, il est indéfectible parce que on a vécu ces années-là ensemble et c'est les années où tu passes de l'état enfant à l'état homme, un peu, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est indéfectible. Moi, c'est des gens, voilà, quoi, tu vois, genre, il y a pas de discussion. On est toujours proche, même si on est loin, tu vois. C'est comme ça. Et après les études, donc dans le monde du travail, tu es rentré Après, j'ai fait. comment? Après, Qu'est-ce que tu as fait? alors en fait, moi, j'ai fait une boîte. Enfin, j'ai fait une boîte d'informatique, en fait. Donc, enfin, j'ai bossé. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique. Euh, Après la fac, qui avait été un désastre, j'ai éventuellement songé à être ingénieur du son. Et j'ai préparé le concours de Louis Lumière. Mais j'ai échoué de peu. Hein. J'ai fini 23e du concours et ils en prenaient que 20. C'est dommage, mais bon. Wow. Ouais, c'est comme ça. Et après, tu peux le représenter l'année d'après et tout, mais en même temps, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tant que ça. Tu vois, genre en faisant les stages et tout dans les trucs d'ingénieur du son, je me suis aperçu que ça me plaisait pas tant que ça parce que c'est quand même un boulot. Tu sais quand tu arrives, tu sais pas quand tu repars. Tu fais pas que des trucs, tu vois, genre ingénieur du son, tu te dis, ah, c'est génial, Metallica, ça va être génial et compagnie. La plupart du temps, c'est quand même les pubs télé de Nesquik, tu vois. Donc, c'est beaucoup moins glamour que Metallica. Euh, et donc, je me suis aperçu que ça me plaisait pas. Et donc, je me suis orienté vers l'autre truc qui me plaisait bien, c'était l'informatique. Parce que, tu vois, l'informatique, il y a ce côté. Moi, quand j'étais petit, il y avait un film que j'adorais, ça s'appelait Wargame. Donc, c'est un vieux film où un gamin, sans faire exprès, manque de déclencher la guerre thermonucléaire. Tu vois. Et c'était un film que j'adorais. Et j'aimais beaucoup les ordinateurs. Tu vois. Donc, je me suis orienté vers l'informatique en me disant, au moins avec l'informatique, on peut manger. Donc, j'ai fait cette école d'ingénieur et derrière, j'ai trouvé un boulot normal. Jusqu'au moment où j'ai quitté ce boulot normal pour un autre boulot normal. Et ensuite, j'ai créé ma propre boîte. Et ensuite, j'ai fait des jeux au sein de ma propre boîte. Mais tu vois, c'était une longue filière informatique quand même. J'ai bossé au Crédit Lyonnais, par exemple, dans la tour informatique du Crédit Lyonnais, à la Défense. Tu vois. Sérieux. Sérieux. Et, et c'était quoi? C'était support informatique ou vous créez des Alors moi, logiciels? j'étais un peu spécialisé dans un truc qui s'appelle le helpdesk. Donc, on travaillait autour de logiciels pour faire du helpdesk, c'est-à-dire en gros tout ce qui est centre d'appel. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on détournait des helpdesk pour faire d'autres choses, mais globalement, c'était pour faire de la remontée d'incidents, correction d'incidents avec des niveaux
des trucs pas drôles, hein, je t'assure, c'est pas drôle du tout. Mais je faisais pas trop de programmation, tu vois, de l'architecture, ce genre de choses, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était bon, c'était une autre époque. Mais Et la bon, boîte, ça s'appelait Hysteri ouais, directement? Et ouais, ouais. pourquoi? Pourquoi Hysteri? Alors, c'était un hommage au Seigneur des Anneaux un peu. À savoir que Gandalf, le magicien, n'est pas un humain. C'est très peu exploré dans le film, mais dans la mythologie de Tolkien, Gandalf n'est pas un humain, c'est un Istari, c'est-à-dire un envoyé des dieux. Sauf que c'est pas avec un Y, c'est avec un I. Mais sauf qu'à l'époque où j'ai voulu déposer le nom, le site internet était déjà pris, donc on a mis un Y à la place. Et voilà. En gros, c'est la vraie bonne raison. Et alors, l'anecdote rigolote, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disaient, en fait, c'est basque, parce que ça sonne comme du basque. Mais pas du tout. Mon grand-père était basque, cela dit. Donc, mais c'est Ah, vrai que Istari, c'est un petit peu un nom de fromage basque quand tu y réfléchis. et il y a pas mal de jeux qui sortent sous la Oh, marque Space Cowboys. oui, Alors, c'est quoi pas tes mal. relations avec Hysteri? Bah, en fait, si tu veux, ça a été une continuité. C'est-à-dire que Istari a marché tout seul pendant quelques années, puis ensuite j'ai été racheté par une plus grosse boîte, mais c'était un très bon deal parce qu'il me disait, surtout, on te rachète, mais tu continues à faire ce que tu veux. On ne s'en mêle pas, c'est toi qui connais le truc, donc voilà. Et puis, au bout de quelques années, il y a Marc, donc le patron d'Asmodée, qui m'a dit on va faire un nouveau truc. J'ai envie qu'on recommence un peu à zéro, qu'on recrée une boîte à zéro, Space Cowboys. Est-ce que t'en es et tout ça. Moi, j'ai dit ah bah ouais, fonçons, etc. Et si tu veux, le truc, c'est que du coup, bah, on avait un peu moins de temps pour les Istari. Donc, globalement, on a fini le dernier qui s'appelait Shakespeare et en se disant qu'on ne savait pas quand serait le prochain. Donc là, Istari est depuis en sommeil. C'est même plus une société. En fait, si tu veux, le truc, c'est que c'est même plus une société parce que maintenant, c'est une dénomination commerciale, tout comme Space Cowboys est une dénomination commerciale. Il n'y a pas de super secret du complot derrière, c'est juste pour simplifier la comptabilité, parce que sinon on se retrouvait avec deux ou trois comptabilités à faire, les comptables devenaient fous, ils nous engueulaient, donc on a dit allez hop, simplifions. Quoi. En gros, il y a une sorte de fusion. C'était pas pour cacher des comptes secrets, etc. Vous ne gagnez pas assez d'argent de toute façon pour cacher des comptes secrets. Mais donc voilà, Istari existe toujours, mais c'est une marque en fait maintenant. Et il n'est pas exclu qu'il ressorte des jeux un jour, mais il faudrait qu'on trouve le bon jeu pour ça. Et puis, il faudrait qu'on trouve le temps aussi. Et si tu veux, actuellement, par exemple, Unlock me prend tout mon temps. Donc, déjà, c'est difficile de trouver du temps pour le nouveau jeu Chapters, le successeur d'Unlock. Enfin, donc, trouver du temps pour un jeu historique qui généralement demande 2 ans de travail, ça va être compliqué, quoi. On le sait, on le sait. Mais on s'est gardé ça sous le pied en se disant, il n'est pas mort, il est là, il dort, et peut-être qu'un jour, quoi, tu vois. On verra. Et comment tu réunis les deux côtés? De l'un des côtés, c'est la créativité, et de l'autre côté, tout ce qui est gestion, qui est quand Alors, même, donc, c'est complètement une autre chose. tu viens de le dire, c'est justement en fait, si tu veux, une des raisons pour lesquelles j'ai vendu au début, c'était justement pour moi. Alors, la gestion, je déteste. Je déteste sincèrement. Euh, donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, ça devenait compliqué de réunir les deux. Et surtout, ça devenait compliqué de réunir les deux, surtout avec une partie qui t'intéresse vraiment et l'autre qui t'intéresse pas beaucoup. Mais la partie qui t'intéresse pas beaucoup, elle est très importante. Ouais. Donc, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, j'ai vendu, c'est pour avoir plus de créativité et moins de gestion. Et le fait de passer chez Space Cowboy, ça a été même encore pire, puisque là, du coup, j'avais plus aucune gestion. Et là, c'est parfait. Tu vois, genre, là, on ne me demande pas de signer tel truc, de voir où en est la fabrication de ça, parce que Space Cowboy, c'est une équipe. Donc, tu vois, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un chef de projet. Il est là pour faire les trucs que je déteste faire. C'est-à-dire trouver le fabricant, trouver les illustrateurs, s'assurer que tout va sortir à l'heure, etc. Parce que tu vois, Istari, on a sorti quand même 40 jeux. Il y en a eu à peu près aucun en retard, je pense. Mais à chaque fois, c'est une pression, tu vois, genre, faut pas rater le salon d'Essonne, faut pas rater le salon de Nuremberg, donc faut que ton jeu il soit là dans les temps. Donc, tu es forcé de gérer des trucs
vraiment chiant, quoi, tu vois. Maintenant, on a un charmant chef de projet, merci encore Julien, qui s'occupe de ces tâches ingrates pour nous. Et lui, il aime ça, hein. Attention, on ne le force pas. Lui, il n'est absolument pas créatif, hein. Dans combien de pays vos jeux se vendent? Alors, sûrement beaucoup. Ils sont Unlock, traduits en combien de langues? Unlock, il y a une vingtaine de pays. Unlock, il y a une vingtaine de traductions. Sur tout Asmodée, qui est la maison mère, il y a des trucs mais carrément improbables. Il doit y avoir au moins une cinquantaine de langues bizarres, dont, si tu veux, des fois, tu as même des trucs régionaux. Tu vois, genre, j'en sais rien, je vais te dire un truc au hasard, mais le basque. Tu vois, c'est possible qu'il y ait des trucs traduits en basque. Ou, voilà, mais après, globalement, vraiment partout dans le monde, Unlock est traduit en 20 langues différentes, à savoir globalement les principales. Quoi, tu vois, genre, il y a français, anglais, espagnol, italien, russe, chinois, coréen, japonais, enfin, tu vois, genre, globalement, on couvre large, quoi, on couvre très large. En roumain, enfin, il y a les langues danoises aussi, ce qui nous pose beaucoup de problèmes, hein. Ça fait beaucoup de langues à gérer pour le jeu, pour les indices, pour les traductions, enfin, c'est pas mal, on s'amuse bien. Ouais, 20 langues, je dirais. Est-ce que tu as beaucoup travaillé avec ton frère, Arnaud? Ah oui, pendant des années et des années. Bah, c'est-à-dire que le truc, c'est que moi, mon frère, ce qui le passionne, c'est l'illustration, donc bon, et la musique aussi. Mais donc, quand j'ai fait ma boîte de jeu et qu'il me fallait quelqu'un pour illustrer, bah, mon frère habitait l'étage en dessous, donc c'était encore le plus simple et le moins cher. Euh, et donc, de fil en aiguille, on a collaboré pendant toute la période Istari, on a collaboré. Et pendant une partie de la période Space Cowboys, c'est-à-dire que ça collabore encore puisqu'il fait les illustrations de Sherlock Holmes, notre jeu Sherlock Holmes. Donc, on a collaboré très, très longtemps. Le truc, c'est que là, maintenant, on collabore beaucoup moins directement parce que c'est plus moi qui m'occupe des illustrateurs. Mais bon, maintenant, on collabore dans la musique. C'est pas plus mal, en fait. Parce que au début, on s'engueulait pas mal. Euh, Bah, tu sais, parce que le truc, c'est qu'un illustrateur, il veut faire de l'art, ce qui s'entend. Mais pour les jeux, parfois, tu as besoin que ce soit pas de l'art, mais que ce soit lisible et clair. Tu vois. Et donc, on n'arrivait pas toujours. Les premiers jeux, on avait du mal à se mettre d'accord sur le bon réglage, tu vois. Entre oui, mais il faut que ça puisse se jouer quand même, et oui, mais moi, je fais de l'art. Tu vois, donc, mais par la suite, ça s'est bien amélioré, en fait. Les derniers, c'était juste nickel, hein. Shakespeare et tout, ça marchait super bien. Donc Vous oui, avez quelle différence d'âge? 3 ans, c'est ça, oui, 3 ans. J'ai dû vérifier quand même. Moi, je suis de 71 et lui de 74. Donc voilà, Et 3 ans et quelques mois. vous êtes toujours assez proches. Ah oui, oui, oui. Alors, on est, bah, le truc, c'est que pendant des années, notamment, on avait le lien commun de répéter ensemble, de faire de la musique ensemble. Là, actuellement, on n'a plus de batteur, donc c'est plus compliqué de se voir. Et puis, on n'habite pas géographiquement à côté. Tu vois, moi, j'habite au sud de Paris, et puis lui, il habite au nord, enfin, dans Paris, le sud, et lui, il habite au nord-ouest de Paris. Donc, on se voit beaucoup moins souvent qu'avant. Avant, au moins, on se voyait une fois par semaine pour jouer de la musique ensemble. Là, comme on n'a plus de batteur, on se voit moins. Bon, on trouve toujours le moyen virtuel. Tu as vu sûrement les morceaux qu'on a fait voilà, pendant le confinement. Mais bon, oui, de toute façon, c'est sûr qu'on fait quand même beaucoup de choses ensemble. Tu vois, dès qu'on a une activité artistique, généralement, c'est ensemble. Voilà. Et c'est comment, quand il y a deux personnalités artistiques travaillent ensemble? Ben, c'est pas. Au début, on s'engueulait beaucoup, mais plus trop. Vraiment, la fin, ça marchait tout seul parce qu'il a commencé à comprendre ce que je voulais. Moi, j'ai commencé à lui laisser plus de marge, à lui faire plus confiance sans doute. Je parle pour les illustrations. Et puis surtout, on est dans des domaines différents. Tu vois, genre même en musique, lui, il s'occupe de la basse, moi, et du chant, moi, de la guitare. Moi, il vaut mieux pas que je chante pas très bien. Et, euh, et puis, donc, on a chacun notre partie, et puis donc ça va, quoi, tu vois, genre, il m'envoie ses pistes de chant, ses pistes de basse, moi je mets mes pistes de guitare par-dessus. Il n'y a pas trop de place pour l'engueulade là-dedans. Éventuellement des accrochages, tu vois, parce que
Je veux dire, même quand on fait un unlock avec mes collègues, je pense que, tu vois, genre, il arrive qu'on s'engueule. Et pour moi, ça fait partie du processus créatif. Tu vois, genre, d'abord parce que tu es stressé, tu es énervé, tu n'as pas beaucoup de temps. Et puis parfois, genre, on se bagarre jamais. Mais une petite tu vois, genre une petite explosion d'engueulade, 5 minutes après, c'est fini. Et puis, ça se passe bien. Donc, si tu veux, c'est le tempérament aussi. Tu vois, genre, moi, j'ai quand même des origines italiennes, peut-être ça joue. Mais genre, des fois, il y a une petite montée dans les tours, ça retombe, et puis c'est bien, en fait. Je trouve ça mieux que le signal plat. Donc, ça fait partie du truc. Et quelle musique vous faites? Alors, on fait du hard rock. Alors, nous, on fait du. Alors, le truc, c'est qu'en ce moment, on fait des trucs bizarres parce que bah, c'est un peu chacun choisi à son tour et que là, c'est notre. Euh, Nous, ce qu'on aime, par exemple, avec mon frère, c'est beaucoup le hard rock des années 70 sur Led Zeppelin, Deep Purple, des choses comme ça, voire même jusqu'aux Beatles. Bon, après moi, je vais écouter jusqu'à du Tool, des groupes plus progressifs et tout ça. Et là, donc en ce moment, on joue des trucs qui essayent de réunir un peu les goûts de chacun. Donc, on a joué un morceau de Tom Sawyer, de Rush. Donc, il y a un groupe de musique progressive des années 70, 80 et 90. Donc voilà. Et là, on a fait une reprise de Toto qui a été choisie par notre batteur. Voilà. Et le prochain, on a un Peter Gabriel sur les rangs. Donc, en fait, on essaie de faire des trucs un peu différents de ce qu'on jouera en live. Pourquoi différent? Parce que déjà, il y a des synthés, il y a tout ça qu'on n'a pas normalement. Donc, ça nous permet d'ajouter des pistes de synthé et de jouer des morceaux qu'on a repris par le passé, mais on pourrait peut-être pas toujours les reprendre en l'état. Et puis, bah, des, si tu veux, il y a des morceaux de Led Zeppelin, je les ai tellement joués que c'est plus drôle de les jouer. Tu vois. Je dis pas que c'est facile, hein, attention, loin de là, mais c'est pas forcément ce qui rendrait le mieux en enregistrement non plus, parce que le rock, c'est une musique d'énergie, c'est pas toujours facile à bien rendre, quoi. Enfin, voilà, et puis surtout, nous, on est des amateurs, hein. On n'a pas la prétention d'être professionnels, on fait ça. Tu vois, le décor qui est derrière moi, c'est le décor sur lequel qu'on voit dans les enregistrements. Tu vois, voilà, je branche ma guitare sur l'ordinateur qui est devant moi, et puis je joue. Et puis voilà, quoi, tu vois, genre, on n'est pas des pros, on n'a pas de studio d'enregistrement, on fait ça à la bonne franquette et pour s'amuser entre nous, tu vois. Limite, la vidéo, c'est pour nos proches qui ont envie de nous voir, tu vois, genre, on cherche pas la gloire ni la célébrité, on cherche juste à s'amuser entre nous. Donc voilà. Vous jouez un peu au public? Alors, on a fait par le passé, on en a fait pas mal même, mais là, vu qu'on a. Enfin, tu vois, genre Rémi, j'adorais jouer avec Rémi, mais il est parti vivre à Grenoble. Donc, pour les répétitions, c'est vachement plus compliqué. Donc, le dernier concert qu'on a fait, c'était il y a longtemps maintenant, c'était il y a, je sais plus, 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Et j'aimais bien ça, mais bon, après, bon, on peut plus. Et puis, bon, peut-être on repourra un jour, hein, tu vois, genre avec Rémi, on s'est dit, ah, ben, on sait jamais. Et tu vois, genre, ils montent sur Paris, on organise un concert, allez hop, on le fait, tu vois. C'est pas, ça me manque pas super, tu vois, genre, le truc, c'est que je pense que ça doit être génial d'être un vrai musicien dans un vrai groupe, de jouer en public. Ça doit être génial. Parce que tu as des mecs qui viennent t'installer ton matériel, tu as des mecs qui s'occupent globalement du son, tu n'as rien à t'occuper. Nous, on est des pauvres amateurs. Alors, on arrive, on doit porter nos amplis, on doit tout bricoler, résoudre ce qui ne marche pas, et puis à la fin, on doit encore reporter nos amplis pour partir. Tu n'as jamais le son que tu veux parce que bah, tu n'as pas un grand ingénieur du son à la console avec du super matos devant. Genre, tu es sur scène, tu t'entends toujours à moitié, tu n'es jamais trop sûr de. Bon, ça me manque pas terriblement, terriblement. C'est chouette à faire. C'est chouette parce que tu as tes copains dans la salle, c'est rigolo. Bon, après, j'en ai fait vraiment plein. Donc voilà, si j'en refais plus, ce sera pas grave. L'important, c'est de faire toujours de la musique sous n'importe quelle forme. Donc là, les enregistrements, actuellement, ça me va assez bien, tu vois. Maintenant, s'il y a l'occasion de faire un concert, je dirais oui tout de suite, bien sûr. Et où tu trouves ton inspiration? Pour tout, et pour la musique et pour les jeux. Bah, la musique, on fait des reprises, donc ça va. Euh,
En fait, j'en sais rien. Vraiment, je te dis, il y a beaucoup de choses euh, qui sortent le matin. C'est un peu comme si j'étais une machine à recracher les trucs qui me sont arrivés. Tu vois ce que je veux dire? Je- la création, c'est un truc. La création, c'est un truc qui est difficile parce que tu sais pas d'où ça sort. Tu vois vraiment. C'est un truc que je me suis souvent demandé. Hein, tu vois, genre, tu as une feuille blanche et d'un coup, tu as quelque chose. Comment ça vient? Pourquoi? Ça reste un mystère, quoi, tu vois. Moi, alors, on va rentrer dans les trucs prétentieux, mais j'ai plus l'impression d'être une antenne qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pourquoi les idées arrivent, comment, j'en ai aucune idée. Alors, je ne vais pas te parler de Dieu, tout ça, absolument pas, mais euh, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, genre, de la journée, tu as des trucs autour de toi, t'emmagasines. Puis moi, je te dis, c'est souvent le matin, boum, il y a une idée qui sort, quoi, tu vois. Et d'où est-ce qu'elle sort? Je n'en sais rien, tu vois. C'est un peu comme tes rêves. Tes rêves n'ont pas toujours de sens. Tu comprends pas toujours ce que ça veut dire, voire même ça n'a aucun rapport avec ce que tu as vécu dans la journée. Parfois, si. Et bah, c'est un peu comme ça, quoi, tu vois. C'est genre, sauf que moi, mon cerveau, il s'est un peu entraîné le matin, enfin, pas tous les matins, malheureusement, à me cracher une idée, tu vois. Genre, c'est un peu comme si mon cerveau me disait, tiens, j'ai pensé à ça, au fait. Tu vois, c'est un peu comme si c'était une entité séparée. Je ne sais pas mieux l'expliquer, je suis navré, hein, parce que sûrement qu'un psy ou saura mieux dire que moi, mais ça marche comme ça chez moi. J'ai l'impression de ne pas être le possesseur des idées qui m'arrivent, tu vois ce que je veux dire? Juste le récepteur. C'est un peu ça, tu vois, genre, je sais pas comment, où elles trouvent source, je sais pas comment elles arrivent, vraiment. C'est vrai, hein, je suis très honnête avec toi, je comprends pas vraiment le processus, quoi. Après, il y a tous les trucs du travail, tu vois, régler un jeu, c'est quelque chose de complètement différent. Là, tu as de l'expérience, là, tu vois, genre, je sais que ça marche pas parce que je l'ai vu 20 fois et que donc je sais qu'en faisant pas comme ça, ce sera mieux. Il y a du métier aussi, tu vois. Mais par contre, l'idée, la pure idée, je sais pas. J'en ai aucune idée. Quand tu as été le plus heureux? Oh, 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 plein de fois. Honnêtement, c'est difficile de choisir. Moi, j'ai vraiment eu plein de périodes heureuses dans ma vie, incluant celle-là, hein, si tu veux. Le truc, c'est que souvent, on me dit, ah, tiens, enfin, souvent, je me dis, tiens, j'aurais bien aimé arrêter vers l'âge de 40, 42. Tu vois, genre, une sorte de maturité, pas trop jeune, pas trop vieux. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas arrêté à 42, j'ai 49 maintenant. J'aurais bien aimé arrêter à cette époque-là. C'est à 42 ans, j'avais fait un concert sur une péniche pour fêter mes 42 ans et parce que j'avais pas fêté les 40. Euh, et disons que ça, c'était l'âge où j'aurais bien aimé arrêter, mais où j'aurais bien aimé, tiens, pas mourir, mais à cesser de vieillir à partir de cet endroit-là, parce que je trouvais que c'était le bon équilibre entre, entre la folie de la jeunesse et puis la maturité trop forte, quoi, on va dire. Je trouvais que c'était l'équilibre parfait. Maintenant, le truc, c'est que là, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la fac. À la fac, j'ai été super heureux avec mes copains, tu vois, genre, puis il y a plein de périodes de ma vie, incluant celle-là, si tu veux. Euh, il y a des tas de gens qui peuvent se plaindre de leur vie. Moi, je peux pas trop, si tu veux. Si au final, je suis payé pour créer des jeux, donc tu vois, déjà, c'est pas le boulot de tout le monde. Je fais de la musique, ma vie va bien, je suis pas malade, je viens de toucher du bois. Euh, bon, voilà, quoi, tu vois, genre, il y a plein de périodes de ma vie où j'étais très heureux et c'est très difficile de les classer entre elles, tu vois, c'est compliqué, c'est trop compliqué. Je refuse de répondre. Merci Cyril. Merci pour cette interview. Ah, bah, de rien, de rien. Alors, C'était un plaisir. merci beaucoup à tout le monde qui était avec nous. Mettez vos likes, abonnez-vous à la chaîne Insaga Interview et mon prochain invité sera aussi intéressant que Cyril. À très Ah, bientôt. Au revoir. au revoir.